Le 24 avril, je voterai Emmanuel Macron et contre le séparatisme de l'extrême droite. Oui, voilà, oui, chez nous au Congo, ouais. je parle de nous, chez ouais. nous au Congo, la majorité, les gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Parce que les garçons, alors on va parler de toi. Chez nous, les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors Grèce, parlons de toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi je suis une star, je peux pas être noire. Mais tu peux pas dire ça. Mais moi je... Mais grave. Lightning glow back. Baby, my Valentine. Can I hit the Mickey with the murder? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never did it back and it's real. Open up, make us feel. Yeah, me love one thing. Me make a bad man sing. Avec l'Italie. Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Après, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît? Alors... Je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors... Ma chère collègue, le bureau, alors, alors, je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
Bonjour tout le monde. Le baratineur, l'escroc, l'aigrefin, le filou, l'intoxicateur lambda a deux chemins devant lui. S'il est peu doué, désagréable, hésitant, sans imagination, il va se faire repérer très vite et il reçoit quelques corrections, quelques leçons de la vie qui lui ouvrent les yeux aux avantages de la vertu, ou bien il finit ostracisé, dépouillé de toute crédibilité, amer, aigri, condamné à rester dans l'ombre pour pouvoir nuire encore un peu à son prochain. Mais s'il a du charisme, s'il a du talent, s'il présente bien, s'il s'exprime avec une ferveur en acier trempé et se fait passer pour une personne compétente et bien intentionnée, il n'y a pas de limite au nombre théorique de ses victimes. Pour être un menteur professionnel, il faut posséder les qualités qui aident votre public à croire que vous êtes tout sauf un menteur. Le 24 avril, je voterai Emmanuel Macron et contre le séparatisme de l'extrême droite. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu commencer cette petite capsule que je ne souhaite pas faire très longue par ces événements. Alors, ce que vous avez vu à l'Assemblée nationale, c'était, et Black Society le dicte bien, c'était un retour en Afrique pour celles et ceux qui n'ont pas suivi de quoi s'il était question. Alors, j'ai déjà fait l'objet des censures venant de Sénat public, venant de l'Assemblée nationale, venant de la chaîne parlementaire. Et la structure que Black Society a faite là tout à l'heure était exactement la réaction que j'avais eue. Si vous faites l'objet de censure venant des gens de l'Assemblée nationale, ça veut dire que les parlementaires sont des comédiens. Et en fait, s'ils sont des comédiens, ça veut dire qu'il y a un scribe qui a écrit le scénario. Et eux, ils sont simplement en train de mettre en application le scénario, effectivement, en tant qu'acteur. Et l'Assemblée nationale est une scène où cette pièce est faite. Pour celles et ceux qui considèrent l'Assemblée nationale comme la représentation du peuple, en s'incluant dans ce peuple qui est représenté par les députés, à ces frères et sœurs qui continuent à prendre ça comme tel, j'aimerais afficher une capture que j'ai retrouvée et que j'aime bien. Elle est simple, mais elle est pleine de sens. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je l'ai là? Ouais, je l'ai là. Donc, je vais vous l'afficher rapidement. Et puis, je reviens sur le sujet qui est le mien ce soir. Pardon, pardonnez-moi. Il est dit ici que le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. On ne peut pas dire que c'est faute d'information. On ne peut pas dire que c'est faute de données, de faits, que les gens se font fourvoyer et continuent à glisser sur la même peau de banane. Voyez-vous? On ne peut même pas dire que c'est faute de répétition, que les mêmes faits, entraînant les mêmes conséquences, continuent à se faire. Donc, je vous fais cette courte capsule pour que vous puissiez, celles et ceux qui tomberont dessus ce soir ou demain, pardonnez-moi, que vous puissiez la partager pour un live que je voudrais faire demain, mais un peu plus long, sur plusieurs thèmes.
sur le thème économique, politique et religieux. Ces 3 thèmes-là, je les considère comme la pierre d'achoppement à travers laquelle le système continue à nous mener dans la boue. Et nous y sommes et on est content d'y être et à continuer à nous embourber. Je voudrais partager quelques petites images avec vous. Mais avant ça, il y a une capsule de Didier Raoult que j'avais retrouvée. Je vais également revenir sur quelques-uns de ses prouesses, puisque, vous savez, au début de cette pandémie, j'avais parlé à pas mal d'amis qui, pour eux, Didier Raoult était considéré comme un sauveur. Vous voyez? Et le fait que moi, j'osais venir avec ma reconnaissance 0 au niveau de la doxa officielle, dit que ce monsieur, c'était un imposteur. Ça faisait de moi un imbécile et un idiot à abattre, qui n'avait que pour Didier Raoult de la jalousie, de l'envie et de la méchanceté. Les événements, malheureusement, pour eux, me donnent raison. Je vais démontrer ça demain dans le live que je vais faire. J'ai également partagé pas mal de données concernant la monnaie, concernant le système monétaire. Je vous avais parlé des travaux, et beaucoup parmi vous les connaissent, des travaux du professeur Joseph Tchunjamponi, qui a été assassiné d'ailleurs suite à la publication de son livre Monnaie, servitude et souveraineté et liberté. Et beaucoup ont l'impression, je dis bien l'impression parce qu'ils ne l'ont pas lu, ou alors s'ils l'ont lu, ils ne l'ont pas compris. Il parlait de la servitude à travers le système monétaire. Il ne parlait pas du franc CFA, il parlait du mécanisme monétaire et de la servitude d'ailleurs. Je vous ai dit que c'est à travers ce livre qu'un documentaire a été fait sur la monnaie. Il y a un documentaire qui cartonne sur la toile qui est intitulé La monnaie. Vous tapez la monnaie, vous tombez forcément sur lui parce que c'est le premier documentaire qui vous est proposé. Et on vous explique comment est-ce que le système monétaire a esclavagisé le maximum des individus. Je reviendrai dessus. Le point sur la croyance également, je reviendrai dessus. Je vous avais déjà publié un documentaire sur le Vatican qui se plaignait qu'il y avait plus de rentrée d'argent suite à cette pandémie et au confinement qui a été imposé aux populations. Je vous avais également dit que ce confinement était une manière de tester la résistance du peuple à accepter ou à ne pas accepter l'inacceptable. Donc, ils étaient en train de sonder jusqu'où on est capable de baisser notre froc et jusqu'à quel niveau ils peuvent enfoncer leurs pieds dans notre derrière. Donc, celles et ceux qui croient que c'est terminé, ça ne fait que commencer. Parce qu'ils ont pris la température de quelles sont nos capacités de résistance. Maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent nous traîner dans la boue et qu'ils peuvent nous la faire manger, boire, eh bien, ils ne vont pas hésiter. Parce que c'est un test qui se fait sur l'échelle planétaire. Et on a vu nos lanceurs d'alerte courir à gauche, à droite, complices idiots, utiles ou conscients ou inconscients de ce système, aller partager des masques, des gels hydroalcooliques et promouvoir cette pandémie. Je dis bien consciemment ou inconsciemment parce que je ne suis pas dans leur psyché pour savoir ce qui se passe. Même si j'ai mes propres perceptions, ce ne sont que les miennes et elles n'engagent que moi. Et même si je dis on juge les gens sur les faits,
et que les faits sont parlants, les faits peuvent être des manifestations d'une manipulation. Donc, je m'abstiens à dire consciemment ou pas. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, je vais également passer sur le domaine religieux. On avait développé déjà pas mal de sujets concernant la situation du Mali. Et dans ces chaînes qui ont sauté, on avait parlé de Assimi Goïta et l'islam, en disant que quand bien même Assimi ne serait pas aligné avec les religions abrahamiques, s'il se prononce concernant l'islam, c'est la population entière qui va lui tomber dessus. C'est-à-dire que ce sont les mêmes gens pour lesquels tu es en train de te battre qui vont t'amener dans ce qu'ils appellent le Golgotha. On va te pendre, on va te crucifier. Donc, nous sommes en train de vivre un cas spécifique que je développerai la semaine, demain ou après-demain, on fera avec vous. Un cas bien atypique concernant le Mali. On a un grand frère, Doumbé Fakoli, qui a fait l'objet d'arrestation. Bon, j'avais déjà publié et donné ma position concernant le monsieur. Je vous avais dit pourquoi je suis en désaccord avec lui et ça ne change pas le fait que si lui, il se bat pour, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, s'il se bat pour la cessation de l'aliénation des peuples noirs, en particulier à travers les religions abrahamiques, je suis avec lui. Mais si derrière l'aliénation des religions abrahamiques est remplacée par une autre forme d'aliénation, je ne suis plus avec. Mais ce n'était pas l'objet de notre divergence. Je vous avais déjà expliqué clairement qu'il y avait eu un conflit entre lui et quelqu'un d'autre dont j'avais prononcé le nom. Aujourd'hui, je ne le prononcerai pas. La semaine, demain, lors du live, j'en parlerai. Et donc, j'ai pris clairement position contre lui par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un cas de figure comme ça et qu'il est indexé et qu'il est amené à la potence par rapport à ces abrahamiques dont la religion, disent-ils, est une religion de paix, eh bien, moi, je vais m'inscrire en faux et je serai derrière, pas derrière lui, mais derrière le fait qu'il est hors de question qu'on embrigarde et qu'on vienne nous imposer une religion quelle qu'elle soit. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit autre chose, je serai derrière ceux qui se battent contre cette imposition. Donc, on parlera du mécanisme religieux dans la psyché de nos frères et sœurs. Parce que quand on assiste à des scènes telles que celle qu'on a vue, qui a failli se dessiner au Mali, on voit bien qu'il y a déjà des frères et sœurs qui, malgré qu'ils faisaient leur messe, parce que l'islam a aussi une messe, hein, dans leur langue, on leur expliquait qu'il est interdit de pratiquer l'islam dans une langue qui est différente de l'arabe, d'autant plus que eux, ils considèrent l'arabe comme la langue qui sera parlée au paradis. Pour preuve, voilà ce qui est dit de nouveau sur cette fameuse langue-là. Est-ce que je l'ai encore? Parce que je l'ai gardé pendant un moment. Je crois que je l'ai supprimé, cette petite capsule où on nous explique que l'arabe, c'est la langue qui sera parlée au paradis. Non, c'est encore là. Ils iront étudier en Égypte ou en Arabie Saoudite et puis je pense voilà c'est important de connaître la langue de notre religion parce que c'est aussi la langue qui sera parlée quand on sera au paradis, Inch'Allah, ce sera l'arabe en fait. Donc c'est important. Voilà, vous voyez donc que pour eux, l'arabe, c'est la langue qui sera parlée au paradis. Mais bon, j'ai une question que je m'étais souvent posée, c'est admettons même que quelqu'un pratique
sa religion musulmane, hein, l'islam, en Wolof, c'est quoi le problème? Admettons qu'il pratique sa religion musulmane en anglais, c'est quoi le problème? Admettons qu'il pratique sa religion musulmane en français, c'est quoi le problème? Puisque ce sont les mêmes qui traduisent le Coran en français, en anglais et en bien d'autres langues. C'est eux-mêmes. Donc, ça veut dire que si on n'a pas le droit, d'après eux, de pratiquer l'islam dans une autre langue que l'arabe, pourquoi eux-mêmes, ils font la traduction du Coran dans d'autres langues? Vous voyez la dissonance cognitive. Donc, on reviendra sur ces éléments pour développer un peu plus parce que beaucoup se disent kémites, se disent panafricains, mais en réalité, ils ont, et on a encore, comment dirais-je, on a encore l'asticot dans la maison. On croit s'être débarrassé de tout ça, mais on a encore l'asticot sous plusieurs formes dans la maison. Et ce n'est pas que la religion. Donc, demain, je vais essayer d'être si concis sur ces 3 thèmes-là, chaque thème avec des éléments bien factuels qui permettront aux uns et aux autres de comprendre à peu près à quel niveau on se trouve par rapport à tout ça. C'est très important. Comment sortir les gens des croyances. Je vous parlais de Didier Raoult pendant un moment. Je me suis fait des ennemis. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui finissent par revenir vers moi en me disant « Ah, ouais, bon, on s'est trompé, mais bon, comment tu as fait pour, comment tu étais au courant, quelle est ta formation, qu'est-ce que, mais comment, pour eux, c'est maintenant comment ?» Oui, parce que comme eux, ils sont dans la croyance de l'autorité, Didier Raoult ayant une espèce d'autorité au niveau de ce qu'ils appellent la religion de la science, de la médecine, hein, eux, ils croient. Ils ne sont pas là dans l'expérimentation. Eux, ils croient. C'est Amen, 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 Amen. Point. Tel a parlé, Amen. Tel a parlé, on ne regarde pas ce qu'il dit, quelles sont les valeurs de ce qu'il dit. On regarde comment est-ce qu'il a été présenté. C'est docteur en ceci, c'est chercheur en cela, c'est blablabla, c'est blablabla. Ah, c'est bon. Si on dit, c'est un monsieur qui a de l'expérience, qui n'a pas été dans ces établissements d'aliénation académique, mais qui a fait ses propres expériences, qui vient partager avec vous, qui n'a pas un bagage académique, donc qui n'a pas de diplôme académique qui le qualifierait, eh bien, on ne lui accorde pas du crédit. Ça, c'est de l'aliénation profonde que les uns et les autres ont sans prendre conscience de ça. D'où cette question, à chaque fois qu'on croise un inconnu, « Bonjour, ça va, je m'appelle tel, pourquoi pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et si l'autre dit, ben écoute, rien, je suis chômeur, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme, eh ben, dans la tête de l'autre, c'est tout de suite, c'est un bon à rien. Mais il y a ce qu'on appelle des autodidactes. Des autodidactes, ce sont des gens qui ont expérimenté par eux-mêmes, qui ont fait leurs propres recherches. Et la plupart des génies, la plupart des gens qui ont fait des découvertes, ne les ont pas faites, ces découvertes, parce qu'ils ont été à l'école. La plupart de ces génies ont fait des découvertes parce qu'ils étaient des autodidactes, précisément. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de génie, c'est que c'est l'école qui fournit les génies et non l'inverse. Or, on voit bien que les grosses trouvailles, les grosses recherches, les grosses inventions ont été faites indépendamment du cadre scolaire. Ça peut aider, mais les 3/4, ce n'est pas l'école qui a induit ça. Ça veut dire que l'école est un endroit où il y a des petites enveloppes où à chaque fois que tu as un peu de chance, tu tombes sur une enveloppe qui te permet de faire une découverte, qui te fait de réaliser un projet. Vous voyez, voilà un peu le raisonnement tordu que les gens ont dans leur psyché sans se rendre compte, en fait. Vous voyez? Donc, tout ça, on va travailler sur cette question-là. Donc, je voudrais revenir rapidement sur Didier Raoult.
pour que vous écoutiez ce que lui-même me disait. Il y a d'autres éléments que je vais développer avec vous demain, mais je souhaite que vous écoutiez ce que lui-même il disait. Moi, je souhaite très profondément, je ne sais pas si ça arrivera, mais je souhaite que l'État, maintenant qu'il y ait une sanction ou un contrôle des lanceurs d'alerte fantasques, si vous voulez, des gens qui racontent des bêtises, que la presse reprend en disant moi j'ai le syndrome de la ménopause parce que j'ai eu le vaccin contre le papillomavirus, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu ça, cela, la presse rapporte ça, et il n'y a pas de contre-pouvoir à cette folie de tiens, encore une raison d'avoir peur contre un véritable projet de santé publique. Et donc, moi je souhaite qu'un jour se mettent en place, si vous voulez, des structures qui permettent de sanctionner des fausses alertes qui sont antagonistes de la réalité scientifique. Je ne crois pas à la censure de la vérité scientifique, même si les politiques ou des journalistes y croient, mais en réalité, je suis pour la censure des fausses informations. Donc on ne peut pas véhiculer dans la presse le fait que quelqu'un téléphone en disant « écoutez, on m'a vacciné ». Je vous le dis parce que je l'ai lu. Hein. Donc à l'époque, on m'a vacciné contre le papillomavirus et depuis, j'ai mal à la tête, je me sens comme si j'avais la ménopause. Donc tous les effets nocebo, les effets délétères des injections qui n'ont rien à voir avec l'injection, il faut faire très attention de manier ça avec prudence parce que il faut des années ensuite pour récupérer des bruits qui ont véhiculé et qui ont été transmis sans vérification pour faire du soin. Devant le Parlement européen, une cadre chargée des marchés internationaux du laboratoire de Pfizer qui a dit devant le Parlement européen que les essais cliniques n'avaient pas évalué l'effet du vaccin sur la transmission. En clair, le vaccin a été mis sur le marché et que la transmission, est-ce que le vaccin empêche ou non la transmission, ça n'avait pas été évalué. Ça ne dit pas si oui ou non ça l'empêche, simplement personne ne le savait à l'époque. Alors il est vrai, certains, là encore une fois, certains journalistes ont traité l'information parce que beaucoup de gens se sont emparés de cette déclaration et beaucoup de journalistes ont dit mais ça n'a jamais été un secret. Alors il est vrai que l'administration américaine avait dit à l'époque, ça n'a pas été testé, que Pfizer est obligé d'écrire que ça n'est pas testé. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit à nous, dans le débat public, qu'il fallait se vacciner, non pas pour se protéger soi, mais pour protéger les autres. Or, si il fallait se vacciner pour protéger les autres, c'est qu'on était sûr d'une chose, c'est que ça empêchait la transmission. Or, ça n'était pas évalué. Ça, on pourrait peut-être, maintenant qu'on est tous un peu plus calmes, on pourrait peut-être reconnaître que certains ont hurlé des vérités qui n'en étaient pas, ont asséné des certitudes qu'ils ne pouvaient pas avoir. C'est même pas que c'est vrai ou faux, c'est qu'ils ne pouvaient pas savoir. Bon, voilà, ça commence. Ça commence à sortir. J'ai gardé une partie des réactions que j'ai eues tout le long de cette pandémie. J'ai gardé une bonne partie que je vous remettrai. À chaque intervention que je faisais par rapport à quelque chose qui m'avait marqué concernant cette pandémie, je me faisais censurer. À la minute, deux fois à l'heure, mais en général, c'était à la minute qui suivait. Information fausse, information fausse, information fausse. Et pourtant, du début à la fin, j'ai dit ce qui allait se passer. Du début à la fin. Et quand je les remettrai, vous verrez par vous-même ce qui était dit. La seule chose qu'on me posait comme question, c'était « Quelles sont tes sources ?» Ben, je répète encore une fois de plus, je suis ma source. Je ne suis pas un initié du livre. Je suis ma source. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Donc, je vais... Bonsoir Zeki 972. Merci à toi aussi.
Je vais partager quelques images avec vous, mais avant ça, on va passer à un autre thème, puisque ce sont des thèmes que régulièrement, je vais désormais traiter sur ma chaîne de façon permanente. Les gens ne prêtent pas attention. Comme je dis souvent, on ne s'écoute pas et ils ne réalisent pas que tout est lié. Quand on parle de cette pandémie et qu'on parle du Bitcoin, de la monnaie virtuelle, pardon, autant pour moi, les gens ne réalisent pas la fin des libertés que ça va occasionner et que ça va engendrer. Je viendrai également sur les dissonances cognitives des uns et des autres concernant ce qu'ils appellent la lutte, pour que vous compreniez bien de quoi est-ce qu'il est question. Mais avant, on va aller tout de suite sur une petite capsule que mes frangins de mon groupe WhatsApp m'ont envoyé. Ce ne sera pas long. Je vais juste partager une minute, même pas, d'informations avec vous. Et je reviens. À tout de suite. Radio André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Philippe Herlin, vous êtes économiste au CNM. On est toujours heureux de vous avoir en studio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait un tweet, moi, qui m'a évidemment interpellé. Et vous dites qu'aux Pays-Bas, eh bien, les Pays-Bas, Hollande, c'est pas loin, hein, c'est chez nous, veulent surveiller tous les paiements supérieurs à 100 € afin de lutter, disent-ils, contre blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, comment il veut surveiller les paiements de 100 €? Si je suis hollandais, je vais payer 100 €, 110 €, on va me surveiller? C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. Alors j'ai repris une information d'un site économique tout à fait sérieux, hein, donc je donne toujours mes sources. C'est une plaisanterie. Je donne toujours mes sources quand je publie des informations, hein, sur Twitter, donc voilà. Effectivement, c'est un projet du gouvernement hollandais de pouvoir tracer et stocker tous les paiements de plus de 100 € qui ont lieu dans le pays, comme ça de façon automatique. Ce qui est quand même assez effrayant. Mais moi, ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose qui est passé en France il y a un peu plus d'un mois, où Bruno Le Maire a eu la même idée, c'est-à-dire le fait d'avoir... Alors, je ne sais pas s'il y avait un seuil de 100 €, mais en tout cas, il y avait une volonté que Bercy puisse accéder à l'intégralité des transactions sur les comptes bancaires. Exact, alors ensuite, il a dit non, c'est pas vrai, je voulais seulement connaître le solde. Bon, voilà, c'était un peu pas clair. Contrôler les voilà. bancaires. Et ce projet-là, en France, il a été arrêté grâce à la DINUM, qui est un organisme, que j'avais jamais entendu parler avant, mais qui est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est numérique, et qui a mis son veto, parce que ça remettait en cause des libertés fondamentales, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il faut noter que depuis, le directeur de la DINUM a été viré et remplacé. Hein, donc voilà, ça n'a peut-être pas plu au pouvoir et peut-être que le projet va revenir. Mais en tout cas, le fait que ça ait lieu en si peu de temps dans 2 pays différents, pour moi, ça veut dire que c'est un projet européen. Et il y a un troisième élément qui le prouve. On va en parler après les informations. Vous restez avec nous, Philippe Herlin, parce que c'est une histoire. Moi, je veux dire, au début, j'ai vraiment cru à une fake news. Je sais que vous ne faites pas les fake news, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc, on en parle juste là. On passe aux informations et on va en parler tout de suite après. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Bon. Nous voici de retour. C'était un peu plus long que prévu et je suis désolé pour ce bruit de fond. Voilà, j'ai introduit par ce truc-là. Je vais revenir sur une capsule que je vous avais déjà présentée rapidement avant de développer davantage. À tout de suite. Est-ce une question piège? Parce que le Royaume-Uni n'a pas de finance. C'est la City of London qui a la finance, mais elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. Bonne réponse. Bonne réponse, c'est international. Il a raison. La City of London est en dehors du Royaume-Uni, vous le savez. C'est vraiment choquant. Par conséquent, elle ne fait pas partie non plus de l'UE, ce qui explique... En fait, elle ne pourrait pas faire partie de l'UE parce que vous devez avoir des élections démocratiques et la City of London n'en a pas, n'est-ce pas? Ce sont les banques qui ont les votes, non? Chaque employé, vous savez. Je ne le savais pas. Comment faire pour démêler ce puzzle? Je ne le savais pas, c'est très intéressant. C'est une information assez dangereuse.
Et elle ne fait pas partie du Royaume-Uni parce que la reine n'est pas autorisée à entrer sans permission. Elle n'est pas la souveraine, par conséquent, elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. Vous savez, bien sûr, cela date depuis 1688, depuis l'invasion étrangère. Bon, ici, je vous avais déjà produit ça. Je vous avais déjà parlé des banques. Lorsque c'était monté au créneau en expliquant que les problèmes des États viennent du fait que les banques ont été privatisées, qu'avant les banques étaient publiques. Les banques n'ont jamais, 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 à tout jamais été publiques. Effectivement, il y a eu une tentative de nationalisation de la Banque de France qui n'a pas mis long. Et on a vendu aux gens le fait que les banques sont des établissements publics. Des banques sont des structures privées. Je répète, privées. Ça veut dire que c'est quelqu'un comme moi qui décide de sortir des sous pour toute une nation, pour tout un continent, pour toute une planète. Et ce sont les mêmes gens qui le font. Mais lorsque certains nous disent qu'ils sont contre certaines monnaies, ou la monnaie éco, le franc CFA, en fait, ils n'ont pas compris, comment dirais-je, c'est comme si tu étais esclave et tu disais, non, je ne veux pas travailler dans telle plantation, je préfère travailler dans telle plantation avec tel maître. Ça ne change pas. Donc, le fait que les gens n'ont toujours pas et n'aient toujours pas compris que le problème n'est pas le franc CFA. C'est grave, en fait. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de dire que quelqu'un qui est esclave et qui dit « je préfère tel maître au lieu de tel autre maître », c'est un héros. C'est un abruti qui est suivi par d'autres abrutis, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, pardonnez-moi la dureté de mes propos. Je dis c'est un abruti au cas où il serait sincère. Hein. Si c'est quelqu'un de bonne foi, c'est un abruti qui est suivi par d'autres abrutis. Parce que je répète, la question n'est pas la monnaie CFA ou bien éco. C'est le mécanisme, le système monétaire. C'est lui qui est un problème. Donc, on vous explique que la City de Londres, ça n'appartient pas à une structure dite publique encore. Je vous avais déjà fait des documentaires où je vous expliquais que ce que vous appelez État, ce sont des entreprises privées, ce sont des businessmen qui ont mis ça en place pour se couvrir derrière ce qu'ils appellent État. En fait, l'État est une couverture pour eux pour faire leurs affaires. C'est eux qui font marcher les États. Et les États les servent. En fait, les États sont leurs bras armés. Donc, tant qu'on ne comprend pas le mécanisme là, on ne peut pas s'en sortir. Rien que la petite histoire de France montre comment est-ce que l'armée, les agents de paix, ce qu'ils appellent les agents de la paix, ont été faits. Comment ils ont été faits? Lors de ce qu'ils appelaient la Révolution dite française. Et c'est le schéma qui a été plaqué dans tous les autres pays. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont taxé, ils ont mis des prix sur la tenue. C'est-à-dire qu'ils ont dit que pour être un agent de la paix, pour être dans les forces de l'ordre et tout ça, hein, il y avait une somme à payer, une très, très, très grosse somme pour payer pour avoir ta tenue et le fusil et des munitions. Eh bien, les pauvres ne pouvaient pas payer. Donc, c'est encore cette même bourgeoisie qui avait profité du sang coulé par les prolétaires qui, eux, croyaient se battre pour leur liberté, mais en réalité, qui se battaient simplement pour que le pouvoir change de main. Ça quittait de la royauté à la bourgeoisie, mais c'est exactement le même mécanisme, en sachant que c'était la bourgeoisie qui était rackettée et qui faisait vivre la royauté, et qui est la même bourgeoisie qui rackettait la population. Voilà. Donc, c'est un tour de passe-passe qui a été fait. Et donc, du coup, ce sont les bourgeois qui se sont retrouvés comme étant
des représentants des forces de l'ordre, des agents de la paix et tout ça, parce que eux, ils avaient les moyens de payer la tenue. C'est comme ça qu'ils ont fait le tour de passe-passe pour qu'il n'y ait que eux qui se retrouvent là. Ça, c'est un exemple qui a été appliqué dans tous les autres pays. Donc, quand vous voyez et vous entendez parler de ces plantations-là, et vous avez l'impression qu'elles sont autonomes, c'est plaqué et c'est caricaturé et c'est calqué à travers quelque chose. Donc, venir expliquer aux gens qu'on se bat pour l'indépendance des pays, dans le système-ci, c'est insulter les gens qui n'ont rien compris. Mais comme on disait, la faute n'est pas au bourreau. La faute est à celui qui accepte d'avoir un bourreau. À un moment donné, s'il y a un maître, c'est parce qu'il y en a qui ont accepté d'avoir la position d'esclave et de servile. Sinon, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien beau de jouer les victimes, parce que les Africains sont passés champions de toutes catégories au niveau de la victimisation. Il y a quelqu'un, il y a Poulo qui disait que c'est devenu notre deuxième. La victimisation est devenue la deuxième religion des Africains. Il n'y a pas plus victimisé que... il n'y a pas... Je ne sais pas comment expliquer ça. Ok, t'es tombé, mais lève-toi, bonhomme. Lève-toi. Tape du poing sur la table. Dis non, c'est bon. T'es tombé, c'est la faute de tel. Ok, oui, on sait que c'est la faute de tel. Mais tu vas dire ça toute ta vie, par terre. Tu es par terre, tu dis c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, toute ta vie. À un moment donné, dès que tu vas commencer à parler, tu dis, ouais, mais je suis par terre parce que, oui, on dit, oui, on sait, c'est de la faute de tel. Maintenant, lève-toi alors. Lève-toi et comme tu sais que c'est la faute de tel, évite de te faire de nouveau de tomber. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien non, ils vont laisser celui-là, ils vont aller chercher un autre maître. Dès que le maître de la Russie, ça ne va plus, ils vont laisser le maître de la Russie, ils vont aller chercher le maître de la Chine. Dès que le maître de la Chine, ça ne va plus, ils vont laisser le maître de la Chine, ils vont aller chercher le maître de l'Angleterre. Dès que le maître de l'Angleterre, ça ne va plus, ils vont laisser le maître de l'Angleterre, ils vont aller chercher le maître des États-Unis, et ainsi de suite. En fait, ils sont des champions, toutes catégories, pour se trouver comment dirais-je? Pour se soumettre. Et toutes les excuses sont bonnes. Hein? Oui, la Russie, c'est un moyen pour nous de nous émanciper de la France et de l'Europe, blablabla, blablabla. Mais à quel moment vous allez vous émanciper par vous-même de tous ces censures-là? Vous n'avez pas compris que quand un pays, quand une terre, quand un peuple est riche, il s'attire toujours des convoitises et quelles que soient les excuses et les raisons qui sont données par ceux qui viennent au secours de ces derniers, c'est tout simplement parce qu'ils ont des intérêts. Si l'Afrique n'était pas riche, il n'y aurait personne. La Chine, la Russie, personne ne serait, même pas la France qui le hache à chaque mot. Il ne serait pas là. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? On vous explique que cet argent, ce qu'ils appellent le système monétaire, va passer à à 100 euros. Il va falloir qu'on sache qui a dépensé et pourquoi. Ça, c'est ce que je vous avais déjà produit en vous disant qu'il y aura ce qu'on appelle un contrôle sur votre personne. Donc, tout ce qui court derrière la monnaie virtuelle, vous ne savez pas à quoi est-ce que ça sert. Ça sert justement à ça, que vous soyez des choses contrôlées par ces entités, parce que ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Ils fabriquent l'argent quand ils veulent. C'est vous qu'ils veulent contrôler. Ce n'est pas l'argent là qu'ils veulent contrôler. Ils s'en foutent de ça. Ils vont tous vous numériser. À force de dire amen, 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 à force de vous faire vacciner à tout va, ils vont tous vous numériser et personne ne pourra plus blanchir. C'est ça, cette dictature-là qui cherche à atteindre. Parce qu'il y a encore des têtes dures comme nous autres. C'est nous qui calculons en fait. Parce que les moumous, je suis vacciné, je cours me vacciner, ils s'en foutent d'eux. Eux, c'est déjà des acquis depuis longtemps. C'est les nous qui calculent. Donc, il faut tout faire pour enlever des gens comme nous qui venons foutre le bordel dans ce qu'ils veulent faire. Donc, si je suis aligné avec des gens
qui te disent la monnaie, c'est une très bonne chose, mais le mécanisme que nous avons n'est pas bon, ils vont me foutre la paix. Si tu vas dire que le système sanitaire, c'est de l'esclavagisation, c'est de la bestialisation des êtres, le système économique, c'est de la bestialisation, c'est de l'esclavagisation, le système religieux, c'est de la bestialisation, c'est de l'esclavagisation, éducatif et tout ça. Si tu dis ça, mais en fait, tu es en train de taper sur les éléments qui les permettent de diriger. Si la moitié des pseudo-lanceurs d'alerte traitaient les sujets que nous traitons, eh bien, le système se serait déjà écroulé depuis longtemps. Parce qu'il suffit qu'un dixième de la population comprenne ce qui se passe pour que la bascule commence à se faire. Donc, c'est tous ces sujets, autant pour moi, que je souhaite traiter avec vous. On a des gens comme le Didier Raoult. Quand je vais revenir sur son cas, vous allez comprendre comment est-ce qu'il a été monté en épingle pour être représenté ou présenté comme quelqu'un d'intéressant et détourner le sujet. Et vous allez comprendre même que le simple fait de parler de lui, c'était une manière de vous envoyer dans les susongos, c'est-à-dire que de vous empêcher de comprendre véritablement ce qui se passe. Didier, ouais, le héros. En fait, c'était une manière de vous détourner de la compréhension des véritables sujets, des véritables enjeux. Et ça, on viendra dessus. Donc, une fois que je vous ai dit ça, on a vu notre sœur là qui ne peut pas être noire parce qu'elle est une star et l'autre qui se blanchit parce que c'est moche d'être noir, avec le Chirac qui disait que les noirs c'était le bruit et les odeurs, avec les gens de l'Assemblée nationale qui disaient rentre chez toi. Il y a trop de sujets, vous voyez. Là, on voit bien que le Fed, donc la banque, ce qu'ils appellent le Fed aux États-Unis, c'est aussi un truc privé. Donc, pour ne pas citer les noms de suite, parce qu'on va encore dire, oui, lui, il en a appelé tel. Hein? D'accord. Donc, j'en ai appelé tel. Pour ne pas citer les noms. Comment veut-on traiter avec des banques privées en allant négocier avec des États? Je recommence. Ceux-là qui disent qu'il faut que l'Afrique s'émancipe du franc CFA et passe à une monnaie d'égal à égal que nous pouvons gérer nous-mêmes. Je répète, ces monnaies-là dépendent, même si elles sont dites monnaie nationale, elles dépendent d'un système. Vous voyez? Et tant que les gens qui ont le système ont les États derrière eux, ça va toujours fonctionner comme ça. Les pays qui seront pleins de richesses seront toujours dominés. Donc, la perception et la démarche n'est pas la bonne. On parlera de ça. Quelles sont les propositions à faire? Quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce que, je répète une fois de plus, il aurait fallu simplement qu'on laisse tomber ce système pour qu'il s'écroule par lui-même. Il y a quelqu'un qui disait, nous sommes les pieds de notre bourreau. C'est par nous que le bourreau tient. Nous sommes ses pieds. Il suffit que nous arrêtons d'être ses pieds, que le système s'écroule. Et c'est un fait. Mais comme on est en train de prêter allégeance et on vénère l'objet de notre servitude, ça en arrive à des situations où on dit, ce sont des gens qui sont dans la servitude volontaire et ils ne se rendent pas compte. Ça s'appelle de la folie. Donc, on peut dire que le monde est sous hypnose, mais c'est de la folie. Même si c'est plus facile de mettre 1000 individus sous hypnose que de mettre un seul individu sous hypnose, c'est quand même de la folie. Je vais partager en deux une petite capsule avec vous, très rapidement. Et je vous dirai à plus tard parce que
comme je ne veux pas que cette capsule soit très longue, je veux que ce soit une capsule qui donne un peu d'explication sur comment est-ce que je vais faire les lives ces temps-ci, la démarche que je vais avoir ces temps-ci. Voilà, c'est parti. On écoute ça. Catherine Austin-Fitts est une experte de la question. Elle a été sous-secrétaire d'État au logement et au développement urbain pendant le mandat du président Bush, père, puis conseillère auprès de l'administration Clinton. Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la Paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Bon, je crois que ça, c'est un résumé qui permet à n'importe qui de comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Effectivement, c'est ça, Silembo, c'est ça, Black Society, c'est ça. Si, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, on en est à ça. On en est à ça et tout le monde est content. Bon, alors, il y a un petit élément, un dernier élément que je vais vous partager, que je vais partager avec vous avant de vous laisser, mais ça me paraît important. C'est juste un petit assaisonnement. On dira ça comme ça. Je l'ai fait la dernière fois, mais je le refais. Parce que vaut mieux qu'on comprenne bien comment ça marche. J'ai souvent dit, il est très difficile d'être avec des gens et comment dirais-je? Non, c'est pas ça. Il est très difficile d'être avec des gens à qui on montre des éléments, des faits et qui les rejettent tout en bloc. Et ensuite, copier, et ensuite, ils viennent se plaindre. On ne peut rien faire pour ces derniers-là parce que quand il y a tous les éléments qui sont à ta disposition et que tu continues, ça veut dire que tu es dans un mécanisme de consentement. Et quand tu es dans le consentement, personne ne peut rien faire pour toi. Même la nature ne peut pas te défendre. Voilà. Je refais le résumé. On a ici Il est où? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dessus? Oui, c'est bon, je suis dessus. On a ici l'image que beaucoup commencent à se faire des médias. Entre celui qui fait semblant de ne rien voir, celui qui fait semblant de ne rien entendre et celui qui fait semblant de ne pas être capable de parler. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand ça les arrange, ils n'ont rien vu. Quand ça les arrange, ils n'ont rien entendu. Quand ça les arrange, ils sont muets. Voilà. La preuve en est sur la plupart des États dans le chaos. Je ne parle pas de la Libye, je ne parle pas du Tchad, je ne parle pas de plein d'autres pays où le chaos est en permanence et on n'en parle jamais. Vous voyez,
Ça, c'est le rôle des médias mainstream. Je reviens sur cette image parce qu'elle est importante. Parce que je dis souvent, à quel moment il nous est venu à l'esprit de croire, puisque croire est devenu une valeur. Mais à quel moment il nous est venu à l'esprit que les bourreaux deviendront des êtres remplis d'humanité? À quel moment? Puisque je vous ai déjà dit que quand on a un sentiment d'illégitimité, on est comme un parvenu et on n'est pas prêt de lâcher sa proie. Donc, ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. Vous voyez? Ce n'est pas demain la veille. Voilà comment ils sont en train de structurer la société, la médiocratie. C'est ça en fait. Ça dit que ce sont les médiocres qu'on prend, on met devant parce qu'ils savent que les médiocres sont des parvenus et les médiocres n'ont pas de valeur. Tout ce qui les intéresse, c'est de manger aussi leur part de gâteau. Donc, la société est composée de médiocres qui sont et qui n'imaginaient jamais arriver à un certain stade. Et ce sont ces mêmes médiocres-là qui s'arrangent à ne pas perdre leur position, ne pas perdre leur place, et ils font tout, quitte à commettre les pires crimes qu'on puisse leur demander pour que l'humanité ne puisse exister. C'est leur rôle. Et ces choses-là, beaucoup les considèrent comme des humains. Mais quand vous allez savoir véritablement de quel bois ils sont faits, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de négocier avec qui que ce soit parmi ces entités-là. Je reviens sur l'histoire du chlordécone parce que j'ai trouvé ça très bien. Je vous avais déjà produit ça. C'est une question. Vous voyez bien la lutte de cette sœur. Moi, je la considère comme une sœur. Hein. Vous voyez bien, même si ça a l'air d'être de l'humour, mais c'est très profond. Question stupide. Guadeloupe, Martinique et autres habitants de la Caraïbe empoisonnés au chlordécone depuis au moins 15 années. Ça compte? Est-ce que ça compte? C'est juste une question. Hein? Ils doivent être immunisés à tout maintenant. Vous ne croyez pas? Voilà. Peut-être que c'est tellement loin qu'ils s'en fichent. C'est juste une question. Hein? Voilà. Donc, on est là, on considère que des choses qui continuent à être faites, parce qu'au moment où je parle, il y a des empoisonnements qui continuent au moment où je vous parle. Mais ces gens qui sont à l'origine de ces empoisonnements, comme par hasard, demain, ils vont devenir humains avec d'autres et négocier d'égal à égal. Ça n'arrivera jamais. Vous voyez? Et les complices de ces choses-là ne changeront jamais. Parce que les complices, ce sont les parvenus. Et les parvenus sont des gens qui sont dans une position d'illégitimité. Et ils ne lâcheront jamais leur position. Quel que soit ce qui se passe. Et voilà ce qu'on nous vend, que je vous avais déjà produit. Voilà ce qu'on nous vend. Voilà. C'est-à-dire qu'on t'explique que celui-ci, on lui a donné la Bible, voilà, et à l'autre, même si, comme Lorez Maya l'avait dit, Black Society l'avait dit, même si au niveau de l'aliénation, c'est à peu près le même mécanisme. Mais il y a un qui sera dans la technologie et il y a l'autre qui reviendra 20 ans après demander de la dîme à ses frères et sœurs pour lire la Bible. Voilà. Voilà un peu la mentalité. Et lui, il va demander à celui-là de venir lui installer des infrastructures bidule pendant qu'il est en train de lire la Bible. Voilà. C'est pour montrer le niveau d'aliénation dans lequel on est. Voilà. Et voilà, c'est ça que j'ai souvent dit. Ça, c'est le début. Hein? Ça là, ça. Le début de l'arnaque. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Il n'y a pas pire que ça. Voilà. Heureux ceux qui ont cru.
ceux qui ont cru sans voir. Ça, c'est la pire chose qui puisse exister. Et c'est comme ça qu'on a détruit le monde, et en général, et en particulier le monde noir. Voilà. Et pendant ce temps, on promet à nos frères et sœurs le paradis. Voilà, voilà le paradis selon l'islam. 70 meufs. Tu couches avec, c'est toujours vierge. Tous les jours, tu couches avec, c'est toujours vierge. Voilà. Voilà le bonheur, voilà la vision du bonheur dans l'islam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà la vision du bonheur dans l'islam. C'est incroyable. Voilà. Et ça, on va te dire que si tu ne pratiques pas l'islam, on te crée des situations comme on crée à nos frères et sœurs, on les assassine, on les égorge, on me menace, et ainsi de suite. Le fait que je parle de ça, ça me fait des menaces régulièrement, même si je ne vous en parle pas. Oui. Et voilà la société qu'on nous promet, qu'on nous vend. Il est devenu une femme et elle est devenue un homme. Mais maintenant, l'homme qui était une femme est enceinte de la femme qui était un homme. Voilà. Voilà la société qu'on nous vend. L'inversion des valeurs. Tout va bien. Voilà. Et ils ont déjà fait des documentaires sur Arte dessus, hein, pour faire la promotion, la propagande. C'est trop classe, c'est trop swag. C'est excellent. Voilà. Et comme ça ne rate jamais, voilà. Ça a commencé depuis longtemps là-bas dans nos pays, dans ces plantations-là. Les mecs qui s'habillent comme des femmes, ils revendiquent d'être des filles. Ils revendiquent de se faire prendre par derrière. Et lui, en plus, c'est un pasteur. Un pasteur classe soft, un pasteur élégant. Ah, c'est incroyable. Voilà. Bon, j'avais déjà parlé des taux et tout ça. J'ai fait le résumé, hein, c'est vite fait. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens que pendant qu'on est en train de jouer contre un autre pays, il y a les gens de ce pays-là qui sont en train de prier et lui aussi. En fait, c'est deux équipes qui jouent. On est censé être dans un jeu. Dans un jeu, c'est censé être la joie. Hein. C'est pour partager, échanger, s'amuser. C'est pour s'amuser. Mais il y en a qui prient Dieu, ce qu'ils appellent Dieu, en tout cas ce à quoi ils pensent, hein, pour que ce Dieu-là, de bonté, d'équité, de justice, d'impartialité, les donne le gain du match, hein, et fasse perdre les autres. Donc il y en a qui appellent Dieu pour faire perdre d'autres. Voilà un peu la psyché des individus. C'est-à-dire que si vous comprenez de quoi est-ce que je parle, vous allez comprendre à quel niveau de psyché on peut être. Voilà. Tu te courbes, tu pries pendant que tu joues avec tes amis, avec tes je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est que ce n'est plus un jeu. Et quand bien même ce n'est plus un jeu, ça veut dire que les autres contre lesquels vous êtes en train de jouer, ce sont des ennemis. Donc, vous appelez votre Dieu pour qu'il vous vienne au secours. Mais vous dites que c'est le même Dieu. Donc, vous appelez donc Dieu pour qu'il vous vienne au secours pour un match qui, normalement, personne ne devrait intervenir. Voilà. Oui. Donc, ça, c'était juste pour montrer la névrose dans l'islam, quoi. Les études de mathématiques en Arabie Saoudite, j'en avais déjà parlé. Deux droites parallèles ne se croisent pas, sauf si à la levée. Voilà. Voilà nos frères. On est en train d'exterminer les gens là-bas au Tchad. Eux, ils sont en train de prier pour l'Ukraine. Voilà. C'est le nègre, ça. Tout craché. Donc, ça, je vous l'avais déjà sorti. Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. Ça, c'est un proverbe aborigène. Bon, ça, je vous ai parlé également de ça, de ce qui se passe avec la famille Trogneux, hein, Michel Trogneux, qui est en réalité Brigitte. Et on voit bien la psyché des Français parce qu'ils s'en foutent, vous voyez.
Donc, il y a un mec qui est devenu une meuf qui fait semblant d'être un mec, qui vit avec un mec, ils s'en foutent, quoi. Donc, si on est capable d'accepter la dépravation des mœurs jusqu'à ce stade, qu'on ne soit pas surpris de ce qui nous tombe sur la gueule après. C'est de ça dont il est question. Vous voyez? Donc, voilà. Et ça également, c'est une image qui m'a beaucoup plu. On voit ici des gens qui sont en train d'enlever leur cerveau et qui déposent parce que la science pense pour eux. Ça y est, ils sont dans la religion, la croyance en la science. Ce n'est plus la science en tant qu'expérimentation, en tant que élément de recherche, de preuve. Non, maintenant la science est devenue un élément de croyance. C'est une nouvelle religion. C'est ce que je vous disais souvent. Voilà. Avec des sous-sections. Voilà. On en est arrivé au stade où, effectivement, les gens se faisaient tabasser, verbaliser, mettre des amendes parce qu'ils buvaient leur café debout. Voilà. C'est ça qui est devenu l'urgence. Voilà. Dans un pays, dans un lieu, c'est ça qui devient l'urgence. Tu ne dois pas boire ton café debout. Voilà. Vous voyez un peu la psyché des gens, jusqu'où on en est arrivé et ce que les gens en sont capables d'accepter, en fait. Voilà. Donc, vous le connaissez, notre cher professeur prix Nobel, qui a passé son temps à stresser, à agacer les gens concernant le sida qui n'existe pas, le VIH qui n'existe pas, le sida, ça existe. Le sida, c'est syndrome immunodéficient acquis. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux avoir à tout moment, faiblesse physique, dépression, maladie, autre que ce machin qu'ils appellent VIH qu'on n'a jamais décelé. Ce sont des francs-maçons. Dans la religion, la médecine, c'est une religion de francs-maçons, puisque c'est Pasteur qui est son créateur. La médecine, d'ailleurs, ils disent la médecine de Pasteur. Hein. Il y a les Bécham qu'on ne compte pas et bien d'autres médecins, des chercheurs qui étaient très intéressants, qui ne sont pas, sur lesquels il n'y a pas de lumière. On a l'impression qu'il n'y avait que Pasteur sur cette planète. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer déjà l'escroquerie intellectuelle. Voilà. Bref. Et ça, j'avais parlé de la solidarité la dernière fois en disant qu'on parle de solidarité, d'Ubuntu, et en fait, on est là, on se tire dessus les uns les autres. Et quand tu fais des remarques ou quand tu fais des critiques, c'est considéré comme ce n'est pas considéré comme des trucs qui peuvent amener à la construction. C'est considéré comme des trucs de haine. Voilà. Donc, faire des remarques à ses frères ou faire des contradictions, c'est interdit. Voilà. Nous-mêmes, on se fait de la dictature de la pensée. À nous-mêmes, on se fait. C'est-à-dire que, comme on prétend être une communauté qui n'existe pas, hein, il faudrait que nous ayons la même pensée unique. Or, ce n'est pas possible d'avoir la pensée unique. Ça veut dire que nous-mêmes, on se fait une dictature. C'est que nous sommes dans un parti politique. Donc, c'est qu'on appelle la communauté africaine est devenue un parti politique ou des partis politiques avec des lignes de pensée. Si tu dévies à ces lignes de pensée-là, tu es hors jeu. Et on a des idiots utiles et des gens de bonne foi qui pérennisent ça sans se rendre compte. Voilà. Et pourtant, c'était comme ça qu'on vivait. Voilà le petit résumé que je voulais vous faire. Je voulais absolument revenir sur la capsule de Kémy. Pourquoi? Parce que il est allé au Liban. Je vous ai parlé du Liban dernièrement. Je reviendrai dessus avec Poulot et puis quand je vais faire le travail profond que je vais faire là, on n'a rien à traiter dans le cadre de l'émancipation et de la lutte panafricaine, ce qu'il appelle lutte panafricaine, avec le Liban. Parce que le Liban en général et les Libanais en général détestent les Noirs et les Africains en particulier, comme vous le pouvez imaginer. Ce n'est pas parce qu'ils ont des plantes, des plateaux et des comptoirs en Afrique que ce sont des amis. Eux, ils sont là en impérialiste et je vous expliquerai quel est leur véritable rôle. Donc, quand notre Kémy Séba, qui veut émanciper et qui veut libérer les peuples africains, va négocier, va traiter avec les Libanais, eh bien, vous commencez déjà à comprendre quelle est la déviance. Petit à petit, de toute façon, tout ce qui est caché va finir par ressortir. Et même ce que les gens ne veulent pas voir, ils verront. Voilà. Ils verront.
C'est ce que je tiens à vous dire là ce soir. Alors, je crois que c'est la fin. On va arrêter là. Non, c'est pas encore la fin. Ah oui, c'est la fin. Voilà. Donc, les amis, en espérant que cette petite capsule vous servira et que vous allez la partager. Je ne voudrais pas qu'elle soit très longue. J'espère que j'ai été synthétique dans ce que je souhaitais vous dire, dans ce que je vais développer davantage. Et on va apporter un peu plus d'éléments pour que chacun puisse partir avec au moins une petite réponse par rapport à tous ces sujets qui ont été posés. Voilà. Je vous souhaite une fin de journée pour ceux qui sont en pleine journée. Je vous souhaite un début de matinée pour ceux qui sont en début de matinée. Et je souhaite une bonne nuit à ceux qui ont résisté jusqu'à présent sans dormir. On va partir sur une petite pensée qui reste toujours d'actualité pour clore cette série. Merci beaucoup les amis. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez ? Quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand on craint un malheur qui risque de nous tomber sur la tête, eh bien, on implore un Dieu pour qu'il nous évite la chose en question. Voyez ? Et bonheur et malheur renvoient aux circonstances de l'existence. Donc, si l'existence n'était pas composée de circonstances malheureuses, qui nous rendent malheureuses, qui nous font espérer ou craindre, nous ne recourrions pas à une instance transcendante qui est Dieu. Il a tout dit, si vous voulez, qui sont à la fois vrais et extrêmement sévères, parce qu'il va dénoncer chez les hommes d'Église le goût du pouvoir, la soumission aux autorités en place, voyez, l'orgueil, voyez, et ça fait penser, par exemple, j'anticipe parce que j'y pense à l'instant là, à ce que disait récemment le pape François quand il a dénoncé le vide spirituel au Vatican, en disant que ceux qui l'enterraient au Vatican, c'était des hommes bouffis d'orgueil, bouffis d'ambition, des carriéristes, etc., et pour qui Dieu était une affaire secondaire. Eh bien ça, vous le trouvez déjà dit et dénoncé par David Hume, de la simple raison. Je le répète, la religion dans les limites de la simple raison, c'est paru à la fin du XVIIIe siècle, et il a été menacé par le roi de Prusse de l'époque, parce que ses propos sur la religion ne plaisaient pas, en particulier la troisième partie, et on l'a censuré la troisième partie, et on lui a signalé que s'il continuait à s'occuper de religion, il ne pourrait plus rien publier. Voilà. Bref, il avait publié cela. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre-là ? Il prend la Bible, d'accord ? Et il ne présuppose rien quant à l'origine divine éventuelle et révélée de la Bible. Ce que tous les croyants disent, c'est la parole de Dieu, comme le Coran est la parole de Dieu pour les musulmans. Mais j'y adhère sur le plan d'une croyance rationnelle, et non pas d'une croyance révélée. Il a critiqué l'idée de révélation. Je vais en parler dans 2 minutes. Et alors, qu'est-ce qui reste après ? Eh bien, il emploie la métaphore des 2 cercles concentriques. Alors, il y a le premier cercle, c'est le noyau dont je vous ai parlé, et puis il y a la couronne au-dessus. Il y a tout ce qui ne peut pas être accepté par la raison. Et je vous donne 2 exemples, et je pense que dans la salle, personne aujourd'hui, il y a 3 siècles, ça n'aurait pas été comme ça, mais aujourd'hui ne s'opposera à cette idée, le sacrifice d'Abraham, qui est demandé à Abraham par Dieu, à savoir tuer son fils pour faire la preuve de l'authenticité et de la force de sa foi. Ça voudrait dire qu'un Dieu commanderait à un homme non seulement un crime, mais un infanticide. Alors, ça voudrait... Paris, la ville lumière, la capitale des libertés. À l'heure où des milliers de visiteurs s'immortalisent sur la tour Eiffel, qui se souvient pourtant qu'il y a à peine un siècle, ici même, se pressaient des millions de badauds pour regarder d'autres hommes exhibés comme des objets de curiosité. De Lyon à Turin, de Londres à Hambourg,
De Bruxelles à Chicago, de Genève à Paris, ce sont plus de 400 millions d'Occidentaux qui découvriront ce que l'on considérait comme des sauvages dans de véritables zoos humains. Ironie de l'histoire, les fondations du futur musée des Arts dit premier se creusent aujourd'hui sur l'emplacement de l'une de ces exhibitions racistes. Les toutes premières et rarissimes images d'Africains tournées en Europe nous dévoilent une partie de cette histoire inavouable. Le film, dont le titre original est Baignade de nègres, a été enregistré par les Frères Lumière au Jardin d'acclimatation de Paris en 1896. L'année précédente, le spectacle se déroulait au pied de la Tour Eiffel. Sur les traces de l'Américain Barnum, l'inventeur au cirque des exhibitions de monstres, les spectacles anthropozoologiques, dira lui-même Karl Hagenbeck, vont connaître un succès immédiat et mondial. Des dizaines d'impresarios courent le Pacifique, l'Asie, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, à la recherche de populations de plus en plus exotiques, jugées sauvages ou spectaculaires. Au total, ce seront des centaines de troupes, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront acheminés vers l'Europe et les États-Unis pour être exhibés dans les zoos, les expositions, les foires, les cirques, sur la scène des cabarets et les music-halls.